Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, il est 9h30. Nous mettons le webinaire en ligne et je vous laisse quelques instants pour que les participants puissent se connecter et nous rejoindre. Donc là, je vois les connexions qui arrivent progressivement. Bon, je vais attendre quelques secondes avant d'annoncer du coup, cette journée un peu particulière chez Efficience et de manière plus générale dans les services de santé au travail de manière nationale. Donc, je vais attendre encore. On va se donner une petite minute, le temps que les personnes puissent se connecter avec le lien. Je commence là, dis-moi où je commence là. Alors, je vous propose de commencer et d'introduire ce webinaire Efficience Santé au Travail de manière à permettre encore les connexions des participants. Alors, je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce webinaire intitulé « Votre salarié rencontre des difficultés de santé qui ont un impact sur son emploi, que faire ?» Alors, pour information, ce webinaire est un peu particulier car aujourd'hui, l'ensemble des services de santé au travail se mobilisent dans le cadre des rencontres santé-travail, la prévention en action. Donc, l'objectif pour l'ensemble des services de santé au travail est de sensibiliser et de donner des actions de prévention à l'ensemble de ses adhérents et l'ensemble des salariés suivis. Le thème de cette journée est le maintien en emploi et donc, vous l'avez constaté, aujourd'hui nous serons accompagnés par le Cap Emploi 75 et donc je vous souhaite un bon webinaire. Alors, pour vous accompagner sur cette session, nous allons avoir 4 intervenants. Le docteur Paternotte, médecin du travail chez Efficience Santé au Travail, Madame Sediki Ourdia, assistante sociale en santé au travail chez Efficience, Madame Raimondo Aurélie, ergonome également chez Efficience, et nous accueillons aujourd'hui Madame Salahani, chargée de mission, responsable maintien dans l'emploi au Cap Emploi 75. Donc ces 4 intervenants vont vous présenter le sujet du jour. Pour répondre aux questions qui se posent le plus souvent, les documents, l'intégralité de la présentation va vous être envoyée par mail entre fin de journée aujourd'hui et demain, de manière à ce que vous ayez toutes les informations et l'intégralité du contenu diffusé. L'ensemble des réponses qui vont vous être données, alors je vais vous parler des modalités exactes des questions-réponses juste ensuite. Pour information, les réponses ne seront pas communiquées de manière écrite. Donc, je vous invite à prendre des notes ou à bien retenir les réponses qui vont être apportées au fur et à mesure de la présentation. Et bien sûr, je vous rappelle que le premier interlocuteur de la santé au travail reste le médecin du travail. Et donc, je vous invite, si vous rencontrez une difficulté ou une situation problématique ou une situation simplement qui pose problème d'un point de vue santé et ou travail, de le contacter. Vous disposez également de notre site efficiencesantéautravail.org où vous pourrez retrouver un certain nombre de documentations, un certain nombre d'informations concernant la santé au travail. En ce qui concerne les questions-réponses, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de passer par le module Q&R, donc les questions-réponses avec un chat écrit. Donc, on vous invite à poser l'ensemble des questions que vous pourriez avoir par écrit. Nous les recevons et un temps sera dédié en fin de présentation de manière à apporter les réponses par les 4 intervenants qui sont là aujourd'hui autour de la table. Donc, vous cliquez simplement sur Q&R si vous avez une question, vous la formulez par écrit, vous cliquez sur Envoyer et nous la recevons. Si jamais vous voyez que la question à laquelle vous pensiez est déjà posée, simplement, je vous invite à cliquer sur le petit pouce qui permet de la faire remonter dans l'ordre de priorité de manière à ce qu'on réponde tout particulièrement à cette question-là dès la fin de la présentation. Alors, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole maintenant au docteur Paternotte. Bonjour à toutes et tous, je me présente, Claire Paternotte, je suis médecin du travail au sein d'Efficience Santé au Travail.
Comme cela a été dit en introduction, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la Journée nationale des rencontres santé-travail organisée par Présence, qui est un organisme national représentatif des services de santé au travail interentreprises. La thématique de cette année est le maintien dans l'emploi. Nous allons illustrer une situation qui a été prise en charge au sein de notre service de santé au travail avec les différents acteurs mobilisés, médecins du travail, assistantes sociales, ergonomes et service maintien Cap Emploi 75, afin de maintenir en emploi un salarié dont l'état de santé s'est dégradé au fil des ans. Cela vous permettra d'appréhender et mieux comprendre les différentes étapes du maintien dans l'emploi. D'autres sujets vont être traités tout au long de la journée par l'équipe d'Efficience Santé au Travail, d'autres webinaires et des actions de sensibilisation des salariés en visite dans les centres. Notre service est composé d'une équipe pluridisciplinaire, médecins du travail, infirmiers, assistantes sociales, ergonomes, toxicologues, ingénieurs, hygiène, sécurité, environnement, assistantes techniques, psychologue du travail, qui peut être mobilisé aussi en lien avec les partenaires institutionnels, Cap Emploi, MDPH, AGFIP, OETH, organismes collecteurs des fonds pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. À Efficience, le service est composé de 19 centres, dont le 75, 92, 91 et 94, 13 500 adhérents, 180 000 salariés suivis, 61 médecins du travail et les préventeurs que j'ai déjà évoqués. Notre service est aussi équipé, enfin, a une cellule maintien en emploi dédiée aux services, aux salariés qui ont des problèmes de santé et dont l'analyse des situations est pluridisciplinaire. Cette cellule est composée de médecins du travail, d'assistants techniques, d'assistantes médicales, d'assistantes sociales, ergonomes, infirmières, psychologues du travail. Cette équipe pluridisciplinaire peut vous accompagner et être mobilisée en lien avec les partenaires institutionnels. La situation dont nous allons parler aujourd'hui est la suivante. J'ai été sollicitée par un employeur qui s'inquiétait devant la dégradation de l'état de santé d'un de ses salariés. Il a été convenu lors de cet entretien qu'il effectue une demande de visite médicale à sa demande afin d'évaluer sa situation. J'ai donc reçu le salarié, M. P, employé polyvalent dans un magasin de proximité où il effectue des tâches d'accueil et de conseil de clients, mais aussi des vérifications des dates limites de consommation des articles, la mise en rayon des produits et la caisse. Il est atteint d'une pathologie chronique évolutive depuis plusieurs années, responsable de limitations physiques au niveau des membres supérieurs et du rachis, ainsi que d'une fatigabilité importante. Cela entraîne donc une baisse de productivité et un absentéisme. Par ailleurs, l'employeur a signalé que le climat se tendait avec les collègues qui pallient ces difficultés, ce qui explique que l'employeur est sollicité. Dans le cadre de ces missions, le médecin du travail s'assure de l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien en emploi. À l'issue de cet entretien et d'examen clinique, j'ai pris contact avec les médecins, généralistes et spécialistes qui le suivent, pour avoir des informations sur le degré d'évolutivité de sa pathologie et sur le suivi de sa prise en charge thérapeutique. Cela a permis d'échanger entre professionnels qui concourent à la prise en charge de ce patient et d'avoir une vision globale de sa situation de santé afin de définir les futures actions pour le maintenir dans l'emploi. Une donnée importante dans notre prise en charge,
c'est que c'est le salarié qui doit être acteur principal de son maintien dans l'emploi. Et au sein de la cellule, on essaye toujours de le placer dans cette situation et de renforcer positivement tout ce qui peut être mis en place pour lui. À l'issue de cette visite, il a été préconisé sur sa fiche d'aptitude une limitation du port de charge et des gestes répétitifs, une alternance des tâches afin de réduire le temps de sollicitation des mêmes groupes musculaires et la possibilité pour lui de faire une pause de 10 minutes en posture assise en milieu de poste si besoin. J'ai donc conseillé à M. P de faire une demande de RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui pourra être utile dans sa situation et permettra de mobiliser différents dispositifs d'aide. À ce titre, une première orientation a été faite vers l'assistante sociale du service, Mme Ourdia Sediki, afin d'apporter des informations et une aide pour constituer un dossier auprès de la MDPH pour une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. De plus, j'informe Mme Sediki que je vais solliciter aussi une étude ergonomique du poste de travail. Je passe la parole à Mme Sediki. Bonjour, je suis Ourdia Sediki. Je suis assistante sociale au sein d'Efficience Santé au Travail et j'interviens principalement sur des problématiques liées au travail et plus particulièrement à la santé au travail. Dans un premier temps, à la demande du médecin du travail, je rencontre le salarié, avec son accord bien sûr, j'évalue la situation sociale afin de l'accompagner pour le maintenir dans une dynamique professionnelle en l'aidant à lever des freins, mais aussi à mettre en place des solutions adaptées à sa situation. Dans cette situation précisément, le docteur Paternotte m'a orienté M. P pour une question bien précise, qui est la mise en place éventuelle de la reconnaissance qualité travailleur handicapé, la RQTH. Car elle a identifié certaines tâches que le salarié ne peut plus faire du fait de sa situation de santé. Après donc avoir fait une évaluation globale de la situation de M. P, des pistes de travail ont été dégagées. J'ai proposé de l'accompagner dans les démarches administratives auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, qui délivre donc la RQTH. Il en était d'accord. Ce statut lui permettra de formaliser son état de santé fragile, d'avoir une reconnaissance administrative de ses difficultés de santé et de lever certains dispositifs pour un maintien en emploi et pour l'employeur, de bénéficier d'aide pour d'éventuels aménagements de son poste de travail. Alors, au cours de cet entretien, le salarié me fait part de sa crainte, de ses difficultés budgétaires, au cas où il devrait être en arrêt maladie de façon prolongée. Je l'informe qu'il existe différents dispositifs qui pourraient être activés dans son cas et lui permettre de reprendre son activité de façon progressive ou de réduire son temps de travail. L'un des dispositifs que nous avons évoqué, c'est le temps partiel thérapeutique qui correspond en fait à un aménagement temporaire de la reprise du travail en vue de la reprise à temps plein. Et cet aménagement est à visée thérapeutique, c'est-à-dire que le salarié est pour une partie de son temps en arrêt maladie et une autre partie de son temps en activité professionnelle. Le second dispositif que nous avons évoqué, c'est l'invalidité. Un salarié peut être reconnu invalide si sa capacité de travail et ou de gain est réduite d'au moins 2/3 à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. Si c'est le cas, il peut entamer des démarches pour obtenir le versement d'une pension d'invalidité mensuelle. L'invalidité est accordée à titre temporaire, et ce, tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge légal de la retraite. Il existe 3 catégories de pensions d'invalidité. La première catégorie concerne les personnes invalides, mais capables d'exercer une activité rémunérée. Leur capacité de travail doit toujours être réduite d'au moins 2/3, comme je vous l'ai indiqué, mais elle peut être touchée par un handicap ou par une maladie invalidante, mais sa situation de santé est compatible avec une activité professionnelle.
La seconde catégorie, c'est la catégorie 2, qui concerne les personnes donc, qui sont touchées, pareil, par une maladie ou un handicap, mais qui sont susceptibles, sur un temps donné, de ne plus pouvoir exercer d'activité professionnelle. Et donc, cette invalidité, elle est évaluée par le médecin conseil de la Caisse régionale d'assurance maladie. La troisième catégorie concerne les personnes qui ne sont plus du tout en capacité d'exercer une activité professionnelle et qui ont recours à une tierce personne, même pour les activités quotidiennes. Le montant donc, de la pension d'invalidité dépend bien sûr de la catégorie à laquelle appartient la personne déclarée invalide. Par ailleurs, après avoir évoqué donc, ces dispositifs avec M. P, il m'a semblé nécessaire d'évoquer un éventuel départ anticipé à la retraite, puisque M. P était, au moment où je l'ai rencontré, âgé de 57 ans. Des démarches ont été réalisées auprès de l'assurance retraite, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour faire le point sur son relevé de carrière, sur la date éventuelle de départ à la retraite. Et une estimation du montant de sa retraite lui a été délivrée. Je me mets donc à la disposition du salarié et durant toute la durée de l'accompagnement, je suis en contact régulièrement avec lui pour l'accompagner dans ses démarches. À l'issue de l'entretien, j'échange avec le docteur Paternotte afin d'assurer un suivi qui soit cohérent et concerté pour soutenir le salarié et prévenir ainsi les risques de désinsertion professionnelle. Monsieur P, à l'issue de donc, cet accompagnement, a pu bénéficier du dispositif du temps partiel thérapeutique qui a été mis en place très rapidement. Je passe maintenant la parole à Aurélie Raymondeau, ergonome. Bon, bonjour, je suis Aurélie Raymondeau, une des ergonomes d'Efficience Santé au Travail. Alors, je vais peut-être commencer par faire un petit point sur ce qu'est le métier d'ergonome, puisqu'il est encore aujourd'hui assez méconnu dans les entreprises. Donc, mon métier, c'est simple, il consiste à l'analyse de l'activité de travail, mais aussi à l'analyse des conditions de travail pour les rendre compatibles avec les besoins, les capacités, les possibilités, les limites des êtres humains, mais aussi bien évidemment avec la performance de l'entreprise. Pour y parvenir, il y a plusieurs étapes qui sont essentielles. La première, c'est l'analyse de la demande, où l'ergonome va échanger avec les différentes personnes concernées par la situation pour laquelle on est sollicité. En général, il s'agit du ou de la salariée, de l'employeur ou du responsable hiérarchique, et bien évidemment du médecin du travail. Cela nous permet d'avoir un premier niveau d'information et de mieux comprendre le contexte dans lequel nous allons devoir intervenir. Ensuite, il y a une ou plusieurs phases d'observation qui nous permettent d'avoir une vision réelle du travail et non pas uniquement celle que l'on retrouve dans les fiches de poste. Donc, en fait, c'est ce que nous, on appelle le travail prescrit. Ces phases d'observation, elles peuvent être plus ou moins longues à différents moments de la journée. Ça peut être le matin, l'après-midi, la nuit, c'est assez variable. En fait, on s'adapte au poste de la personne et bien évidemment aussi selon les besoins de l'étude et selon ce qu'on cherche à observer. En tout cas, on cherchera toujours à identifier et à comprendre les contraintes et les exigences du poste, celles qui peuvent potentiellement mettre en difficulté la personne compte tenu de ses possibilités, et aussi et surtout identifier les leviers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour trouver des solutions qui soient pérennes. Par exemple, le fait de savoir quel matériel est utilisé, dans quelles conditions, pourquoi faire, en général, on arrive toujours à trouver des pistes de solutions. La recherche de solutions, qu'elles soient matérielles, humaines, organisationnelles, et la rédaction d'une synthèse d'intervention, puisque ce n'est pas le tout de faire l'observation, il faut derrière que l'on puisse apporter un document, une synthèse à l'entreprise pour que derrière, l'entreprise puisse mettre des choses en place. Donc, bien évidemment, ce sont deux phases qui sont des étapes clés de cette démarche d'intervention ergonomique. Cette synthèse, elle est ensuite, bien évidemment, transmise à l'employeur dans le respect des informations qui sont confidentielles. Dans ce cas présent, j'ai donc été sollicitée par le Dr Paternotte pour qu'une étude ergonomique soit réalisée sur le poste de M. P, qui est employé polyvalent dans une supérette de quartier. L'idée, c'était d'identifier si des aménagements, des aides techniques et ou organisationnelles pourraient être mis en place. Elle m'informe que le salarié a déjà déposé un dossier pour faire une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et que l'employeur est prévu.
Elle me dit qu'il est important pour ce monsieur d'avoir un rythme de travail qui soit régulier. Donc, en gros, il faudrait que, dans l'idéal, que son planning de travail soit fixe et qu'il limite au maximum les efforts physiques importants compte tenu de son état de santé qui s'est dégradé et de sa fatigabilité. Nous avons donc pris contact avec l'employeur et programmé une réunion avec lui pour lui expliquer les objectifs de cette étude et les différentes étapes de la démarche. Nous lui avons également proposé d'associer le Cap Emploi à ce rendez-vous, puisqu'en fait, il était au courant des démarches que le salarié venait d'entreprendre. Et l'idée, c'était de lui présenter les différentes mesures d'accompagnement qui existent et bien évidemment de le rassurer, de lui montrer qu'il n'était pas tout seul, qu'on allait le soutenir et l'accompagner dans toutes ces démarches, puisque on le sait, ce sont des démarches qui peuvent faire peur, notamment lorsque c'est la première fois qu'on les réalise. Donc ensuite, je me suis entretenue avec le responsable pour obtenir des informations sur l'organisation de travail du salarié, sur les difficultés que lui, il avait repérées et les répercussions qu'elles pouvaient avoir sur le collectif de travail. Un point a également été organisé avec le salarié pour que lui, il explique un peu plus en détail sa situation. Quelles sont les contraintes qu'il a identifiées, quelles sont les difficultés qu'il rencontre au quotidien, alors à la fois dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle, et que je puisse voir les répercussions que ça peut avoir sur sa vie. L'idée derrière, c'était aussi de savoir s'il avait mis en place des stratégies de compensation pour pouvoir continuer à travailler et pour pouvoir réaliser les actes de la vie quotidienne. En général, ça sert aussi ça nous donne des bons indicateurs et ça nous permet de nous appuyer dessus pour les mettre en place en entreprise. Ça m'a permis, tout ça, de mieux appréhender les difficultés du salarié à son poste de travail et d'anticiper celles qu'il serait susceptible de rencontrer. Après avoir échangé avec toutes ces personnes, donc je répète, le salarié, l'employeur, mais aussi le médecin du travail, je me suis rendue dans l'entreprise de ce monsieur pour procéder à l'analyse de son travail réel. J'ai donc pu identifier que ce monsieur travaille tout le temps debout. Alors, lorsqu'il fait de la mise en rayon, ça semble évident, mais aussi lorsqu'il est en caisse, alors qu'il y a une chaise qui est présente. Son planning de travail varie d'une semaine à l'autre. Un coup, il travaille le matin, un coup, c'est l'après-midi. Ça varie vraiment chaque semaine. Il change très fréquemment de position de travail et ces mouvements entraînent de la fatigabilité qui peuvent le déséquilibrer. Moi-même, je vois à plusieurs moments qu'il risque de tomber. Au fur et à mesure de sa journée, il se penche en avant et ne plie plus les jambes, alors qu'au début de la journée, il faisait vraiment très attention à ses postures. Enfin, lorsqu'il travaille le matin, il fait attention à ses postures, et l'après-midi, on voit que ça semble plus compliqué pour lui. Et cela est d'autant plus problématique que ce soit pour soulever une charge ou non, il procède de la même façon. Et d'ailleurs, il me confie en aparté qu'il commence à avoir des douleurs au niveau de son dos et que ça commence à l'inquiéter. Les outils qui sont mis à sa disposition pour faire la manutention dans son entreprise sont soit vétustes, soit inadaptés. Donc, on remarque par exemple qu'il y a une ou deux roulettes qui est cassée ou qui est abîmée, qu'il y a des rebords sur le côté et que du coup, pour récupérer une charge, ça semble compliqué. Je constate aussi que la configuration de la caisse est problématique. Donc, le siège, il n'est pas du tout adapté. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une chaise de bureau. Donc, l'assise est trop basse, ce qui explique pourquoi il ne l'utilise pas. Et aussi et surtout, il n'a pas la possibilité de mettre ses jambes sous la caisse. Donc, autant vous dire que la position assise est compliquée à adopter. Et en plus, je constate que le tapis de la caisse, qui est censé rapprocher les articles au plus près de lui, est cassé. Donc, ce monsieur, il se penche sans cesse sur les côtés, en avant, pour récupérer les articles et les scanner. À l'issue de ces visites et après l'analyse de l'ensemble des éléments recueillis, en concertation avec le docteur Paternotte, des recommandations matérielles et organisationnelles ont été réalisées. Donc, un chariot à hauteur constante pour limiter les postures contraignantes qui sont associées à du port de charge, l'alternance des tâches pour éviter la répétitivité des gestes, un siège de travail qui soit adapté à la fois à sa morphologie mais aussi bien évidemment à l'activité pour lui permettre de s'asseoir et donc de réduire le temps passé debout. Et un aménagement au niveau de la caisse, notamment pour réparer le tapis de caisse qui était cassé. L'idée derrière, c'était de permettre à monsieur P de travailler dans de meilleures conditions et de limiter sa fatigabilité. Nous avons également interrogé l'employeur de ce monsieur pour étudier la faisabilité de la réorganisation de son temps de travail et de voir avec lui s'il serait possible de le faire travailler essentiellement le matin, puisque c'est ce qui semblait être le plus adapté à la situation de santé de ce monsieur.
Ensuite, nous sommes retournés en entreprise avec le docteur Paternotte et Madame Salani du Cap Emploi pour entamer des discussions pour mettre en œuvre toutes ces recommandations que nous avions pu établir dans notre rapport d'intervention. Je vais d'ailleurs lui laisser la parole. Bonjour à tous, donc je suis Fatma Salani, chargée de mission et responsable de l'axe maintien au sein du Cap Emploi Paris. Donc c'est un service qui est piloté par l'État, l'AGFIP. L'AGFIP est l'association qui gère le fonds pour la contribution pour l'insertion des personnes handicapées pour le secteur privé. Le FIPHFP qui est l'équivalent pour le secteur public et Pôle emploi. Donc, c'est un service qui a pour mission d'accompagner les personnes handicapées et leurs employeurs vers l'emploi et dans l'emploi. Alors, vers l'emploi, on parle d'insertion professionnelle et dans l'emploi, donc on parle de maintien dans l'emploi. Le pôle maintien intervient dans le cadre de la recherche et la mise en place de solutions, en concertation toujours avec le salarié, le médecin du travail, et l'employeur, donc bien évidemment l'accord de la personne est indispensable. Nous avons une expertise pour évaluer la situation de handicap de la personne et pour identifier les moyens de compensation à mettre en œuvre. Nous avons aussi une mission d'information et de conseil et donc nous proposons d'accompagner les employeurs et les salariés qui sont en risque de perte d'emploi pour raisons de santé. Nous pouvons être contactés dès lors qu'une personne est menacée dans son emploi du fait de son état de santé, si le médecin du travail atteste que le handicap, son aggravation ou une évolution du contexte de travail entraîne des conséquences sur l'aptitude à occuper le poste de travail pour des salariés qui peuvent être en poste ou en arrêt. Je précise que c'est un service qui est offert gracieusement pour les salariés et les employeurs, donc il est gratuit à votre disposition et qu'il existe donc un axe maintien dans chaque emploi sur toute la France et département. C'est dans ce cadre donc que j'ai été sollicitée par le docteur Paternotte pour la situation de M. P. Dès la prise en charge de l'étude ergonomique, puisqu'auparavant, Mme Raimondo vous l'a expliqué, donc nous avons été associés à la réflexion par rapport à la situation de ce salarié. En général, on commence par faire un diagnostic de sa situation et de son contexte de travail via un entretien qui peut être téléphonique ou de face à face. Et ensuite, donc, on a assisté à la première réunion qui a été organisée en commun sur site, où nous avons donné des informations à l'employeur sur les mesures de compensation qu'on peut mobiliser, qu'elles soient humaines, techniques, organisationnelles ou financières, sur l'accompagnement qu'on peut proposer par rapport à l'adaptation de la situation de travail de ce salarié, et sur la prescription des aides et mesures de droit commun et spécifiques. C'est-à-dire que lors de cette première réunion, nous avons expliqué un peu le rôle de ce service et les différentes aides qui existent. Et ensuite, on s'est focalisé sur la situation spécifique de ce salarié. Et compte tenu de l'urgence de la situation, nous avons décidé tous ensemble, après réflexion, de mettre en place, et en attendant le résultat de l'étude ergonomique qui va prendre un peu de temps, ce qui est normal, de mettre en place une première mesure AGFIP, qui est la mesure aide maintien dans l'emploi. C'est une aide forfaitaire d'un montant de 2 000 € destinée à l'employeur et accordée pour financer les frais qui peuvent être occasionnés par la recherche de solutions, comme le temps consacré aux réunions, les temps de concertation. Ça peut aussi peut-être servir, si besoin, à financer des petits aménagements urgents. Ensuite, à l'issue de l'étude ergonomique, donc j'ai participé à la deuxième réunion, pareil, commune sur site, avec les différents partenaires, où nous avons donc expliqué à l'employeur la mesure AST, donc aide à l'adaptation des situations de travail,
qui peut être mobilisé pour la mise en œuvre des moyens techniques, organisationnels, toujours dans la logique de la stricte compensation du handicap, le but étant de favoriser l'autonomie de M. P et de participer au principe d'aménagement raisonnable. Donc, un dossier de cofinancement auprès de la GIFIP a été monté pour répondre aux préconisations validées par l'ergonome et le médecin du travail pour M. P. Voilà, donc ce sont deux mesures qui ont été mobilisées pour cette situation, mais voilà, il existe une panoplie de mesures qui peuvent être voilà, en fonction des situations et avec donc le diagnostic des différents partenaires, on va mobiliser des mesures de droit commun spécifiques, mais chaque situation reste voilà, spécifique et unique entre guillemets. Voilà, je vais maintenant repasser la parole au Dr Paternotte pour la suite. Merci. Dans le cadre de nos missions, un suivi des actions a été fait auprès du salarié et de l'employeur pour s'assurer qu'elles ont bien répondu aux besoins des différents acteurs. La prise en charge de cette situation a permis de réduire son absentéisme pour raisons de santé, d'améliorer sa productivité et de rétablir un climat social plus serein. Les collègues de travail du salarié ont pu aussi profiter des conseils prodigués et du matériel mis en place, en particulier sur ce qui était préconisé en matière et de sièges et aussi d'outils d'aide à la manutention. Comme vous l'avez vu, le processus du maintien dans l'emploi peut être assez long. L'évolution des situations de santé n'est jamais linéaire et chaque parcours est unique. Il se construit dans le temps, en partenariat avec les différents professionnels mobilisés, au travers effectivement d'études de poste, de rencontres avec la centre sociale, le Cap emploi, et les visites médicales aussi, puisque pour ce salarié, il y en a eu au moins 5 ou 6, que ce soit pendant son arrêt ou lors de sa reprise. En tout, la mobilisation a duré environ 1 an. Le maintien en emploi s'inscrit, comme je l'ai dit précédemment, dans une démarche partenariale entre le salarié, le médecin du travail, l'employeur et les autres professionnels de santé, médecins traitants, médecins spécialistes. Cette démarche, elle vise à prévenir les conséquences d'une éventuelle inaptitude et de désinsertion professionnelle. Comme cela a été évoqué en début de présentation, il existe au sein d'Efficience une cellule de prévention et maintien en emploi qui est dédiée à l'étude des situations complexes en pluridisciplinarité et qui est en étroite collaboration avec le pôle maintien du Cap emploi. Cette cellule est une équipe pluridisciplinaire composée de médecins du travail, d'assistantes sociales, d'ergonomes, de psychologues et de partenaires externes comme par exemple le Cap emploi. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'un salarié vit une situation complexe sur le plan professionnel, social ou familial, susceptible de retentir sur son emploi, la cellule intervient le plus précocement possible pour lever les freins, mais aussi pour mettre en place des solutions adaptées pour un maintien dans l'emploi. Voilà, je crois qu'on a fini notre présentation. On vous remercie de votre attention. Alors, merci à nos 4 intervenants pour cette présentation. Alors, comme je vous l'ai indiqué au début de ce webinaire, l'objectif à présent, c'est de répondre aux questions. Alors, j'en vois une là d'emblée. Alors, je vous la pose. Est-ce que l'employeur est informé au fil de l'eau? Et est-ce qu'il est associé à l'aménagement de poste? Alors, on a eu des éléments de réponse, mais si on peut éclairer Madame Brisset. Je vais peut-être apporter un début de réponse après mes collègues. Voilà. Effectivement, il est informé puisque tout se fait en concertation. De toute façon, il y a 3 parties. Hein.
le salarié, le médecin du travail et l'employeur. Et notamment quand on parle d'aménagement de poste de travail, l'aménagement reste quand même la propriété de l'employeur. Donc tout est monté avec l'employeur et bien sûr il est informé au fil de l'eau, comme vous dites. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, alors moi je vais me permettre de préciser que de toute façon, alors pour l'intervention ergonomique, l'ergonome ne peut intervenir dans l'entreprise que lorsque l'employeur est informé, ce qui est normal. Donc il est déjà au courant qu'il y a des choses qui vont se faire. Il est averti aussi par le médecin du travail qui lui indique que quelque chose va devoir se faire pour cette personne. Là, dans cette situation, c'était le cas puisque de toute façon, le point de départ, c'était lui. C'est lui qui a fait le signalement auprès du médecin du travail. Mais bien évidemment, c'est important qu'il soit mobilisé, d'autant plus si on veut que ça marche. Si on veut que ça fonctionne derrière, il faut que l'employeur soit convaincu que les préconisations vont pouvoir être mises en place, qu'elles sont adaptées à la situation, que ça soit au niveau du collectif de travail, au niveau du travail. Et voilà, il faut vraiment que tout le monde s'y retrouve. C'est pas le tout de trouver une solution pour le salarié. Il faut derrière que ça n'ait pas d'impact sur l'activité des collègues de travail, sinon on sait que ça ne tiendra pas, que ça ne marchera pas. Donc oui, l'employeur est informé, il est informé des différentes étapes et il nous arrive, nous en tant qu'ergonomes, de discuter aussi des pistes de solutions, notamment pour s'assurer de la faisabilité de ces préconisations. Il ne faut pas que ça soit complètement absurde, il faut vraiment que ces préconisations soient réalistes et réalisables. Donc ça se fait avec le salarié, mais aussi et surtout avec l'employeur. Moi, je rajouterais juste que, effectivement, comme vous avez pu le constater au cours de la présentation, on est plusieurs professionnels de compétences complémentaires autour des situations et l'intérêt aussi, quand on sent qu'il y a des freins de la part de l'employeur avec des craintes sur le plan l'engagement financier, l'organisationnel, du collectif de travail. Et dans cette situation comme dans d'autres, effectivement, ça nous arrive de nous rendre plusieurs fois à plusieurs professionnels pour essayer de lever les freins éventuels qu'il y aurait ou les craintes et leur assurer les employeurs que de toute façon, tout au long du processus, on est à leur disposition et que c'est un travail en commun, parce qu'effectivement, on ne connaît pas tout ce qui se passe au sein de l'entreprise et toutes les préoccupations de l'employeur sont toujours importantes à prendre en compte. Alors, merci pour ces éléments de réponse. Alors, j'ai Madame Brisset, qui a levé la main. Je regarde si j'ai une question en lien. Alors, je vais répondre à deux personnes. Madame Brisset, si vous pouviez m'écrire la question sur les questions-réponses, comme ça je pourrais la donner aux intervenants. Et en attendant, j'ai Madame Lisa, je vais dire le prénom parce que le nom est un peu compliqué. Vous m'en excuserez. Qui nous pose une question. La mise en place d'un temps partiel thérapeutique s'impose-t-elle à l'employeur? Qu'est-il possible de faire quand ce dispositif correspondrait aux besoins du salarié, mais que ce poste n'est pas compatible avec un temps partiel? Avec une petite nuance, métier à forte compétence et charge de travail qui se déporterait sur d'autres personnes. Donc, il y a un premier niveau de question. Est-ce que le mi-temps thérapeutique s'impose à l'employeur? Alors, je vais me permettre de répondre. On dit à Sédiki, l'assistante sociale. Non, le temps partiel thérapeutique ne s'impose pas à l'employeur. Pour que le temps partiel thérapeutique se mette en place, il faut effectivement l'accord de l'employeur. Alors évidemment, c'est un dispositif qui peut être adapté à la situation du salarié, mais il faut aussi que ça n'ait pas d'impact sur l'activité et sur l'organisation de travail. Donc en effet, la condition, c'est aussi que l'employeur soit d'accord avec ce dispositif, soit d'accord avec la mise en place de ce dispositif. Ce n'est pas forcément un temps partiel à mi-temps, ça peut être vraiment un 80%, ça peut être aussi un 50%, mais il n'y a pas c'est pas un mi-temps au stricto sensu.
D'accord. Après, je rajouterais aussi que qu'est-il possible de faire quand le dispositif n'est pas compatible avec le temps partiel compte tenu du poste du travail du salarié. Si c'est un salarié qui a un problème de santé qui, par exemple, peut justifier qu'on fasse une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ça permet justement de lever des dispositifs d'aide pour l'employeur, que ce soit en termes financiers ou techniques, et que dans ces cas-là, on peut se retrouver en situation d'être en pluridisciplinarité pour étudier la faisabilité. Et c'est pour ça que dans ces situations, l'accompagnement se fait au long cours. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est décidé sur un temps assez réduit, mais c'est vraiment une réflexion qui est faite en concertation avec tous les participants, tous les acteurs, et notamment l'employeur. Le salarié est au cœur de sa situation de santé, en effet, mais tout se fait en concertation et bien sûr avec l'adhésion de l'employeur. Alors, le deuxième élément de la question, donc c'est vraiment dans un cas qui peut être un peu complexe, hein, j'imagine, c'est si le mi-temps, enfin du coup le temps partiel thérapeutique correspond bien aux besoins du salarié, mais qu'on constate qu'il n'est pas possible de le mettre en place dans la structure, donc clairement un poste qui ne serait pas compatible avec un temps partiel et donc qui nécessiterait la répartition sur d'autres salariés, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut envisager? On pourrait, je pense, encourager déjà l'employeur à demander une étude ergonomique du poste pour aller voir les différentes composantes du poste, voir comment on pourrait faciliter la reprise du salarié, puisque s'il y a une demande de temps partiel thérapeutique, c'est que ce monsieur il a été en arrêt, enfin ce monsieur ou cette dame d'ailleurs, c'est que cette personne a été en arrêt et déjà peut-être dans un premier temps l'intervention d'un ergonome pour analyser la situation de travail, alors pas uniquement l'installation au poste, hein, ça peut être aussi au niveau de l'organisation, enfin de voir finalement ce qui peut poser problème. Ça peut aider l'entreprise l'entreprise et la personne à retrouver son poste et derrière s'il y a des choses qui sont faites, des démarches qui sont faites, notamment la démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, on l'a vu avec Madame Savani, il y a des aides qui vont pouvoir être mobilisées pour faciliter la reprise et en tout cas tout faire pour une reprise à temps plein. Notamment, pardon, je rajoute l'aide maintien dont j'ai parlé tout à l'heure, elle peut tout à fait être mobilisée si vous êtes confronté à ce type de situation pour prendre le temps de réfléchir avec le médecin du travail et les différents acteurs autour de la situation, voilà, pour trouver des solutions si jamais il y a des difficultés pour la mise en place de ce temps partiel thérapeutique. Alors moi, je pourrais aussi rajouter que le maintien en emploi, ce n'est pas uniquement le maintien en emploi dans le poste. Ça peut être le maintien en emploi au sein de l'entreprise, sur une réflexion qui peut être menée aussi pour que ce salarié puisse être reclassé ou en interne, ou puisse bénéficier de formation pour un reclassement soit en interne ou vers une solution extérieure. Le maintien en emploi, c'est vraiment global. Notre accompagnement, il ne se situe pas uniquement sur le poste, mais vraiment plus globalement pour que la personne puisse rester en emploi. Et si la solution ne se trouve pas en interne, une réflexion, bien sûr, peut être menée pour trouver des solutions sur un reclassement en externe ou une formation. Eh bien, merci. Alors, j'ai un remerciement de la personne qui a posé la question. Donc, j'imagine que les réponses ont été intéressantes. Alors, j'ai un complément de question. Alors, je vous la dis tel quel. J'ai un cas depuis plusieurs années et on n'a jamais eu accès aux services que vous présentez. Et je voudrais savoir qui contacter si le médecin ne fait pas le relais. Alors, la première chose, nous, ce qu'on vous conseillerait de faire, c'est de refaire une demande auprès de ce médecin et de lui demander explicitement, lui dire, voilà, moi j'aimerais être accompagnée par l'équipe pluridisciplinaire d'efficience et du coup, le médecin
devrait se mettre en lien avec nous. Et de toute façon, le médecin, il est important qu'il reste au cœur aussi de cette démarche, puisque c'est lui qui a la connaissance de votre entreprise et c'est lui qui pourra nous accompagner, nous aider aussi pour que, enfin voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une démarche pluridisciplinaire avec différents partenaires, les différents professionnels. Et aujourd'hui, le médecin reste un acteur clé et central dans ces démarches de maintien dans l'emploi. Je rajouterais juste qu'effectivement, si ça fait plusieurs années qu'il y a une situation qui présente des difficultés, on a présenté le service et la cellule, mais notre cellule, elle n'existe que depuis l'année 2017. En gros, on a commencé à monter en charge 2016-2017. Et voilà, donc là, maintenant, on a effectivement une expérience plus solide et peut-être le médecin n'a pas fait le relais auprès de la cellule, peut-être parce que la cellule n'était pas encore bien connue dans son fonctionnement et dans les possibilités que ça ouvrait pour les salariés et leur maintien dans l'emploi. Alors, merci pour cette réponse. Je voudrais aussi rajouter que plus le service de santé au travail est informé d'une situation délicate ou en tout cas d'une difficulté de santé d'un salarié en amont, et plus on a de chances de trouver une solution. Donc, ce qui est important, c'est que le médecin du travail ait la connaissance de cette situation le plus en amont possible. Et il existe des dispositifs comme notamment la visite de pré-reprise qui peut être proposée par l'employeur aux salariés, à ses salariés, quand on s'aperçoit que, enfin, vous, hein, en tant qu'employeur, quand vous apercevez qu'un salarié soit a des arrêts perlés ou soit un arrêt qui a assez long ou une difficulté de santé, quand vous la repérez, il ne faut surtout pas hésiter à orienter le salarié vers le médecin du travail qui se tient à la disposition de ce salarié à n'importe quel moment, hein, pendant qu'il est en activité professionnelle, même quand il est en arrêt de travail. Donc, un salarié qui est en arrêt de travail est tout à fait en droit de demander à être reçu par le médecin du travail. Donc, c'est très important. Oui. Je rebondirai sur ce que dit Ourdia Sediki, l'assistante sociale. Vous, en tant qu'employeur, effectivement, cette visite de pré-reprise, c'est-à-dire la reprise de travail pendant que le salarié est en arrêt, vous ne pouvez pas la demander, mais par contre, vous pouvez informer le service de santé au travail que votre salarié est en arrêt depuis longtemps, et dans ces cas-là, certains d'entre nous, on rédige un courrier à l'intention du salarié en lui parlant de cette possibilité qui existe de rencontrer le médecin du travail pendant un arrêt. Et c'est d'autant plus important puisqu'on sait qu'une personne, si elle est en arrêt depuis plus de 6 mois, on sait qu'il y a un risque sur 2 qu'elle ne reprenne jamais son travail. Donc c'est vraiment important de prendre en amont la situation et de ne pas attendre que tout le monde se retrouve finalement en échec. Et, enfin, voilà. C'est vraiment important d'anticiper et de prendre en charge cette démarche quand on a les moyens et quand on a des dispositifs et des leviers. Le risque, c'est que si on attend trop, on n'aura que des freins et ça sera compliqué de les lever. Alors, merci pour ces éléments complémentaires. Alors, je regarde si j'ai d'autres questions. Alors là, pour le moment, non. Alors, j'invite les participants, s'ils le souhaitent. Hein, vous avez remarqué que vous avez 4 intervenants disponibles et disposés particulièrement à répondre aux questions, donc n'hésitez pas. Alors, simplement, j'en profite, hein, je profite du petit interlude, simplement pour préciser également, parce qu'on a entendu Madame Salahani expliquer que les prestations Cap Emploi n'étaient pas payantes. Et donc, je me permets de réagir également parce que donc, si vous participez à ce webinaire, c'est que vous êtes adhérent chez Efficience Santé au Travail et Efficience Santé au Travail agit également,
toutes les actions qui peuvent être mises à disposition des adhérents et des salariés sont comprises dans les cotisations. Donc, qu'on ait une action qui soit longue, qui soit coûteuse en termes de temps pour les différents intervenants, ça n'a pas de coût supplémentaire. Alors, je me permets de le dire ici parce que on sait que justement, là, vous l'aurez compris, on a des situations des fois qui nécessitent l'intervention de l'assistante sociale, du médecin du travail, d'un ergonome, de la cellule prévention des insertions professionnelles. Et toutes ces actions-là sont comprises intégralement dans les cotisations. Donc, n'hésitez pas, quand une question se pose ou quand une situation vous interpelle, hein, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait même l'arrêt, hein, on peut avoir des sujets de discussion avec un salarié en difficulté, rapprochez-vous de votre médecin du travail de manière à ce que la situation puisse être prise le plus en amont possible, sachant que nous avons des ressources clairement à disposition. Voilà. Donc je vous laisse quelques instants supplémentaires pour les éventuelles questions qui interviendraient maintenant. Si jamais les intervenants veulent peut-être préciser quelque chose, un élément ou pas, avant de clôturer ce webinaire. Alors, eh bien, nous sommes dans les temps, hein, j'ai envie de dire, 10h22 précisément. Donc, nous avions prévu 1 heure. Alors, je tiens à remercier nos 4 intervenants qui nous ont fait une présentation très claire, très précise, avec une illustration de situation. Et je remercie également les participants d'avoir, 1, suivi attentivement les webinaires et 2, posé des questions en fin, parce que l'idée c'était aussi qu'il y ait de l'interaction. Et s'il n'y a pas de questions dans les 2 minutes qui suivent, eh bien je vous dirai à très bientôt. Et surtout, hein, pour rappel, n'hésitez pas, Efficience se tient à votre disposition et l'ensemble des médecins du travail et de l'équipe pluridisciplinaire sont à votre écoute et à votre service pour vous aider à avancer au quotidien. Eh bien, comme il n'y a pas de questions supplémentaires, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.